Bien, Marie-Laure Denis, je suis ravi de vous rencontrer. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore de vous voir, donc c'est une première fois, mais je pense que ça va bien se passer. Alors, J'espère, merci pour votre invitation. En tout cas. vous connaissez effectivement Gilles Babinet, vous venez de l'entendre. La CNIL a changé peut-être, notamment sous votre impulsion. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui votre mission par rapport à tout cet environnement réglementaire? On les a évoqués toute la journée, vous pouvez les rappeler rapidement, mais c'est vrai que sur le monde de la tech, on a rarement eu effectivement autant de travail au niveau européen notamment, donc je les cite et vous pourrez les développer. Il y a le RGPD bien sûr, ça c'est déjà fait, ça fait 5 ans. Il y a la DMA, la DSA, le Data Act, l'IA Act. Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement de surréglementation, de complexité, et dans ce couple innovation où l'Europe doit aussi rattraper son retard, parce que si les autres sont plus forts, c'est peut-être qu'ils étaient meilleurs. Et donc comment est-ce qu'on arrive à réguler, là où vous êtes, ce monde qui va très vite, de plus en plus vite? Donc, encore une fois, merci pour votre invitation. J'ai toujours eu des conversations très stimulantes avec Gilles Babinet, très enrichissantes en ce qui me concerne. C'est vrai qu'un des défis pour le régulateur, a fortiori aujourd'hui, avec la rapidité de l'évolution des usages numériques, c'est pas d'être en retard, en quelque sorte, à chaque fois, d'une régulation par rapport aux usages. Et c'est aussi de faire très attention, en tout cas, c'est vraiment l'objectif, mon objectif à la CNIL, et celui du collège de la CNIL, de bien concilier l'innovation, essayer vraiment de ne pas freiner l'innovation, mais de faire en sorte qu'elle soit vertueuse et qu'elle respecte des droits que le RGPD notamment a accentué depuis presque 5 ans, parce que le RGPD va avoir 5 ans, la CNIL va avoir 45 ans, mais le RGPD va avoir 5 ans en mai prochain. Je suis assez convaincue aussi que la confiance dans les usages numériques qui doit être adossée donc quand même aux droits qu'ont les personnes sur leurs données, ça sera de plus en plus, je pense, un avantage concurrentiel distinctif au même titre que le prix ou que la qualité de service. Et Gilles Babinet disait que les régulateurs, et peut-être la CNIL, essayent d'évoluer. La CNIL est très connue pour être un gendarme de la protection des données. Elle est peut-être moins connue, et ça c'est à nous de faire les efforts de pédagogie nécessaires, pour faire valoir tout l'accompagnement qu'on fait auprès d'entreprises, notamment, je ne parle même pas des pouvoirs publics, pour et essayer d'avoir cette conformité qui soit vertueuse. On a créé, par exemple, depuis 2 ans, des bacs à sable, qui ne sont pas des bacs à sable réglementaires. On ne peut pas s'affranchir de la réglementation, mais où on essaye. Ça a été le cas dans le domaine de la... Peut-être préciser ce que ça veut dire, c'est sandbox. Alors, oui, des sandbox. Très concrètement, la CNIL accompagne des projets après un appel à candidature. Ça a été sur des thématiques précises, la santé dans le numérique en 2021, les outils numériques dans le secteur de l'éducation en 2022. Il va y en avoir un autre en 2023, pourquoi pas l'intelligence artificielle d'ailleurs, pour lesquels la CNIL met du temps de cerveau disponible, pour reprendre une phrase que dans les médias on connaît bien, au profit d'entreprises, pour que by design, en quelque sorte, dès la conception des services qu'elles veulent offrir, elles intègrent ces questions de confiance et de protection des données. Et l'intérêt pour le régulateur, c'est d'avoir un peu les mains dans le capot et de comprendre un peu mieux les difficultés, naturellement, des entrepreneurs, de ne pas être hors sol, ou en tout cas le moins possible. Et on vient de lancer aussi un appel à candidature, par exemple, pour un accompagnement renforcé, là, sans thématique particulière, où on va pendant 6 mois accompagner des entreprises qui, elles, auront, de notre point de vue, en tout cas, un fort potentiel de développement économique ou technologique. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments sur le bilan, les 5 ans de RGPD, combien de sanctions, d'amendes? Est-ce que vous avez la main plus légère quand il s'agit de TPE ou de PME qui ont du mal, on en parlait un petit peu, à atteindre le point d'excellence des plus grands groupes? Comment ça se passe? Alors concrètement, depuis presque 5 ans, d'abord les CNIL européennes, l'ensemble des CNIL européennes, puisque le RGPD s'applique sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, ont prononcé environ 3 milliards d'euros d'amendes, ce qui est pas mal quand même en 5 ans, et indépendamment des amendes, parce que j'entends souvent... c'est plus que pour Google? Pardon ? C'est plus que pour Google, non? C'est ça? Donc, combien il y a pour Google? Alors, pour Google, en tout cas, nous, on a mis déjà 3 amendes de... Vous voyez, c'est graduel, mais
pas nécessairement d'une année sur l'autre, mais de 50 millions, 100 millions et 150 millions en tout c'est sur plus 3 ans. C'est plus que pour Voilà, Google. c'est plus que pour Google. Mais indépendamment de la question du montant des amendes, qui ont été très largement focalisées quand même sur les très gros acteurs du numérique, parce qu'on pourra évidemment m'objecter que parfois, ce n'est pas grand-chose par rapport au chiffre d'affaires de ces acteurs et qu'il ne faut pas que ça soit le prix à payer pour une non-conformité pendant que le temps où on prend la sanction, en quelque sorte. Nous, notre préoccupation à la CNIL, c'est vraiment, quand on sanctionne un acteur, c'est de faire modifier les pratiques, c'est de s'intéresser aux usages quotidiens des personnes. C'est ce qu'on a fait dans la régulation sur les cookies. Très concrètement, Google, indépendamment des amendes qui ont pu être mises par la CNIL française pour qu'on puisse... refuser les cookies aussi facilement qu'on les accepte dès qu'on navigue sur un premier écran de portable, d'ordinateur ou de tablette, c'est que les pratiques changent. Et je constate que Google, maintenant, quand vous allez sur le search, sur le moteur de recherche ou sur YouTube, vous avez un bouton tout refuser dès le premier écran. Alors, par ailleurs, votre question, c'était... Donc, le RGPD, il a quand même permis, comme c'est une réglementation à caractère extraterritorial, ce que comprennent très bien les acteurs américains, quand même. On a compris qu'on protégeait les données en Europe. Voilà, on a compris. Ça, ils ont bien compris. Et ils sont capables de s'adapter, en plus, de créer des partenariats, par exemple en matière d'offres de cloud, d'hébergement, avec des acteurs français ou on va y revenir sur la souveraineté du cloud. Et vous me posez une question sur les PME, oui, comment ça se passe ? TPE, nous, à la CNIL, on a naturellement, on essaye de, en tout cas, proportionner le montant des sanctions d'abord à la capacité des entreprises et aux efforts qu'elles font ou qu'elles peuvent faire. Très concrètement, on n'ira pas sanctionner de la même façon la pizzeria du coin et une très grosse entreprise qui a les moyens et qui doit avoir la connaissance de ce qui doit être fait. Et puis l'impact sur les personnes des éventuels manquements ne sont pas les mêmes, évidemment. Et tout ça sous le contrôle du juge, d'ailleurs, hein, qui, évidemment, aurait un droit de regard. Alors, tout le monde attend la question, donc je vais la poser, et puis on va continuer à débattre avec nos invités, mais ils ont tous envie de savoir. La CNIL italienne a pris une position sur ChatGPT qui est assez ferme et qui se fonde notamment sur le RGPD. Vous avez reçu 2 plaintes au titre du RGPD sur ChatGPT. Donc ma question est peut-être, pour laisser le débat se dérouler et essayer de répondre de façon concise, c'est oui ou c'est non, vous allez interdire ChatGPT ? Alors c'est quand même, vous me permettrez de pas répondre quand même par oui. Vous avez une minute et demie. Ou alors 1 minute et demie. Ce qu'a dit la CNIL italienne vendredi dernier, c'est pas de données d'utilisateurs italiens pour ChatGPT, en tout cas de façon provisoire. D'abord une réaction de forme. La CNIL italienne, mais qui était tout à fait fondée à prendre cette décision, parce que ce n'était pas une décision qui avait à être prise pour des raisons juridiques par l'ensemble des CNIL européennes, ce qui parfois est le cas, parce que ChatGPT n'a pas d'établissement en Europe. Il n'y a pas eu de concertation avec les homologues de la CNIL italienne, avec nous, avec d'autres. Il n'y a pas eu d'information. Et moi, j'ai demandé très récemment à la présidente des CNIL européennes, d'un organe qui s'appelle le Comité européen des protections des données, qu'on en parle tous ensemble. Et ça sera fait dès le 13 avril, parce que je pense que ces sujets, ils sont très structurants et que, précisément, il faut qu'il y ait quand même une réponse européenne, même si chacun... il n'y a pas de CNIL européenne souveraine aujourd'hui. En tout cas, il y a une coordination des CNIL européennes et en l'espèce, je trouve que c'est bien d'essayer quand même d'harmoniser c'est pas la BCE, les réactions sur le sujet. Voilà, c'est pas la BCE. C'est pas la Banque centrale. Alors, néanmoins, donc votre position ou votre avis ? Sur le fond, les 2 plaintes qu'on a, d'abord, naturellement, on va les instruire. On va les instruire avec une procédure contradictoire avec OpenAI, donc qui détient ChatGPT. Une sur le droit d'accès, en gros, aux données. Et puis l'autre sur le caractère pertinent des données émises ou de la fiabilité des réponses. Mais parallèlement, moi je pense que ce qui est très important, et c'est ce qu'essaye de faire la CNIL française, c'est qu'il faut qu'on clarifie le cadre juridique, y compris dans l'attente du règlement pour l'intelligence artificielle, qui de toute façon ne s'appliquera pas avant 2-3 ans, puisqu'il n'est pas encore promulgué, et qu'après il y aura un délai de latence. La CNIL a commencé à le faire pour les caméras augmentées, c'est de l'intelligence artificielle, hein, concrètement, en 2022, en publiant un certain nombre de recommandations qui ont été largement reprises par le gouvernement, puis par le Parlement, dans le cadre de la loi sur les JO. Et d'ailleurs, le Parlement a confié à la CNIL le soin d'accompagner les fournisseurs d'algorithmes pour
pour les caméras augmentées qui seront développées dans le cadre des JO. La CNIL va produire en 2023 une doctrine qui s'adressera au grand public, aux professionnels, aux spécialistes sur les bases de données d'apprentissage, qui est quand même un vrai enjeu en matière de droit des personnes, et sur l'IA générative, justement ce dont on parle, qui génère des textes en l'espèce pour ChatGPT, mais aussi des sons ou des vidéos. On a vu récemment le pape dans une superbe doudoune blanche. Oui, Emmanuel Macron dans les manifs. Voilà. Donc, je pense qu'en tant que régulateur, il faut qu'on donne de la prévisibilité, de la sécurité juridique, qu'on dise ce qu'on veut, et puis qu'après, on prenne des mesures répressives. Le faire appliquer. Si besoin. Merci de votre réponse. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est une réponse peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais c'est possible. Arnaud Ponce, donc, qui est donc le chef de Digital New Deal Foundation, avec Arnaud, il y avait Olivier Sichel ce matin qui en est le fondateur, et Arnaud en est la cheville ouvrière, si je puis m'exprimer ainsi. On a fait pas mal de choses ensemble avec la Tribune. Qu'est-ce que tu penses, toi, de justement ce débat sur l'IA qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est après celui sur la souveraineté numérique, le prochain combat de la Digital New Deal Foundation? Olivier ayant signé l'appel de Elon Musk. Alors, il a signé l'appel, pas tant pour le moratoire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que faire un moratoire de 6 mois, ça peut se discuter, parce que c'est un peu comme si, quand les calculatrices étaient arrivées, on avait fait un moratoire de 6 mois pour les experts comptables. C'est pas ça qui fait que en 6 mois, on peut trouver des solutions. Mais ce qui était intéressant dans la lettre, c'est que pour la première fois, les grandes figures de la Silicon Valley, dont Elon Musk bien sûr, parlent de la volonté d'apporter de la gouvernance sur ces enjeux-là et de tendre la main en disant en fait, il faudrait que les États s'en mêlent. Et ça, c'est assez nouveau. Et c'est vraiment du coup le cœur de votre thématique. C'est-à-dire que on a vraiment vécu pendant 20 ans, et Gilles l'expliquait très bien, a écrit plusieurs fois là-dessus, ce que certains ont appelé la siliconisation du monde. C'est-à-dire les Américains ne sont pas posé la question des valeurs. Hein. Ils imposent leurs valeurs depuis 20 ans. Et avec notamment ce mantra qu'on connaît tous de Laurence Lessig, Code is Law, qui, lorsqu'on y réfléchit, est quand même un énorme doigt d'honneur, en quelque sorte, aux États. C'est-à-dire, c'est leur dire que vos lois... C'est l'approche libertarienne. Hein, c'est l'approche libertarienne en disant non, vos lois ne sont plus d'actualité, c'est le code qui va prendre le dessus au-dessus des États, de vos juridictions, etc. Et donc là, on rentre dans une phase de régulation. L'Europe siffle un peu la fin de la récré en disant voilà, ça fait 20 ans qu'on était un peu naïf, maintenant on va réguler. Réguler, ça veut dire que justement, on va faire que, je reprends la citation de Laurence Lessig, on va faire que law is code, c'est-à-dire qu'on va imposer nos lois, les problématiques de souveraineté, c'est imposer nos valeurs, nos intérêts, mais surtout, déjà, à la base, nos lois. Si on n'est pas capable de faire appliquer nos lois, c'est compliqué. Et donc, et là, il y a tout un package réglementaire que tu as cité en introduction, en sachant que, pour revenir sur le sujet du couple régulation-innovation, qui est toujours un peu délicat, c'est que dans ce package réglementaire, il y a aussi les deux. C'est-à-dire qu'il y a des règlements qui sont véritablement défensifs, on va dire, qui viennent juste essayer de rattraper un peu la situation sur les abus de droit des grandes plateformes. Et c'est le DSA, le DMA, c'est à peu près ça, hein, c'est les abus de position dominante, et situation de monopole, etc. Oui, c'est la concurrence, c'est le droit de la Absolument, concurrence. concurrence et puis responsabilité sur les contenus, voilà. Tandis que le Data Governance Act et le Data Act, c'est plus intéressant parce que c'est plus offensif. C'est comment créer les conditions d'un marché pour qu'on arrive à créer des écosystèmes alternatifs au Big Tech, et comment est-ce qu'on arrive à avoir une chance de créer des alternatives, parce que c'est ça l'enjeu. Si je résume, la data stratégie européenne, c'est de dire que les données, soit elles sont partagées, soit elles sont centralisées. Et donc, on a tout intérêt à ce qu'elles soient partagées pour créer un marché alternatif. Alors, on va passer la parole à Frédéric Mazzella, qui est ici à plusieurs titres, comme fondateur, bien sûr, chacun le connaît, de Blablacar. Il est également, il a une émission formidable. On est partenaire avec eux, BFM Business, Les Pionniers, qui interviewe un peu comme je fais là, mais beaucoup mieux par Frédéric Mazzella, chaque semaine un acteur du numérique. Et puis, on en a parlé avec Jean-Marie Messier, Captain Cause, la nouvelle cause de Frédéric. Alors, Frédéric, moi j'ai envie de te poser cette question sur plutôt ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, est-ce que Blablacar, c'était un modèle européen de croissance, de développement, très différent en fait de celui des plateformes, basé sur cette économie de la confiance, mais pas du tout dans le même état d'esprit que l'on fait. Est-ce qu'il y a une vraie différence, et est-ce que tu y as pensé quand tu as imaginé le covoiturage.fr qui est devenu Blablacar?
Alors en fait, c'est à la fois, il y a le côté extrêmement propre à la France et à l'Europe, qui est effectivement un état d'esprit de partage. Et ça, j'ai envie de dire, quand j'ai démarré Blablacar, je pensais que c'était compatible avec notre état d'esprit local. C'est pour ça que d'ailleurs à la question qu'on m'a très souvent posée, est-ce que c'est plus facile de créer une boîte en France ou aux États-Unis, j'ai jamais su répondre parce que j'ai dit j'ai pas créé de boîte aux États-Unis, donc je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi c'était probablement plus simple de la créer en France parce que je suis français et que je savais que ça pouvait marcher ici et que j'avais tous les codes. Mais il y a une sorte effectivement d'ADN de partage. Au-delà de ça, il y a des effets économiques indéniables, notamment liés au coût du déplacement en voiture, qui sont beaucoup plus importants, ramenés aux revenus par individu en France et en Europe que ce qu'ils ne peuvent l'être aux États-Unis parce que l'essence est moins chère. Enfin, maintenant, ça monte un peu, mais l'essence est quand même moins chère là-bas et les revenus par tête sont bien supérieurs. Donc, en fait, l'incitation d'un conducteur à aller partager ses frais sur un trajet est bien plus faible, ce qui fait qu'aujourd'hui, Blablacar est leader mondial du covoiturage dans tous les pays où on est présent. On n'est pas présent aux États-Unis, mais aux États-Unis, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Personne. C'est-à-dire que quand je discute avec des Américains et que je leur parle de ce qu'on fait, ils me disent « Ah, you're like Uber ». Je dis « Bah non, on n'est pas comme Uber. Parce que Uber, en fait, c'est des chauffeurs professionnels. Voilà. Et nous, c'est des particuliers comme vous et moi. » Et dire « So, you're like Lyft ». Je dis « Non, non plus. On n'est pas non plus comme Lyft. Mais on est un truc qui n'existe pas aux États-Unis, ce qui est d'ailleurs pour une plateforme assez, j'ai envie de dire, incompréhensible pour les Américains. Assez souvent, ils se disent « Mais c'est pas possible. Enfin, c'est une plateforme. Il y a 100 millions de personnes sur Blablacar quand même, 100 millions dans 22 pays, mais ça n'existe pas du tout aux États-Unis. Donc en fait, il y a le côté très positif et propre à la France et à l'Europe qui est effectivement un sens du partage, qui explique aussi pourquoi on a des plateformes comme Back Market qui sont nées ici, on a Vinted qui cartonne ici aussi, on a Too Good To Go qui marche très très bien, enfin on a plein de plateformes comme ça de partage, et Le Bon Coin bien évidemment, qui marchent énormément. Et plus que dans d'autres pays. Donc ça doit être quelque part compatible avec notre ADN local. Mais en revanche, technologiquement, toutes les plateformes que je viens de citer là sont des plateformes que les Américains auraient largement pu inventer très facilement. Enfin, ils auraient pu les inventer, mais ils auraient pu les développer. Enfin, on n'utilise pas des technologies qui sont tellement rocket science qu'elles n'existent pas aux États-Unis. C'est pas vrai. On utilise des technologies comme tout le monde. Donc en fait, ça peut traduire une forme d'ADN. Tous les acteurs que j'ai cités là sont des leaders mondiaux, soit actuels, soit vraiment en passe de le devenir, sur leur secteur, et sont sur des domaines sur lesquels les Américains ne vont pas, par exemple. Les Chinois non plus. Donc il y a bien un ADN spécifique quand même à notre zone géographique, et peut-être que justement on arrive à se développer sur ces axes-là quand en face on n'a pas non plus des géants américains, parce qu'on peut se souvenir de certaines plateformes sur d'autres dimensions. Des abus de position dominante, on pourrait dire. Oui, de leur part. ou tout simplement plus de puissance, plus de capacité à se développer rapidement avec des méthodes ultra standardisées. Enfin, si on retrace l'histoire Viadeo, LinkedIn, bon ben voilà, Viadeo a pris LinkedIn le rouleau compresseur, quoi. Et qui était... Que les gros tuent les petits, quoi, dans ce modèle-là. Oui, parce que les plateformes, évidemment, un effet naturel, d'effet réseau, qui fait que plus elles ont de monde dans le système, plus elles deviennent aussi intéressantes pour tout le monde. Ce qui est un peu nouveau, c'est des nouvelles structures, toutes ces structures de plateformes-là, d'il y a une 20-30 années à peu près. C'est-à-dire que avant, quand une entreprise produisait un produit, que le produit soit utilisé par 10 personnes ou par 10 millions de personnes, ça ne changeait pas forcément l'usage qu'on en avait, nous, du produit. À part qu'on peut dire que le produit sera mieux fait s'il y a eu plus de clients qui l'ont utilisé, qu'on fait plus de retours et qu'on permis d'améliorer le produit. Mais là, dans les produits type platformique, et surtout sur les places de marché, une partie de ce qui est vendu à l'utilisateur, c'est le fait qu'il va pouvoir avoir un accès démultiplié à un inventaire complet. C'est-à-dire qu'un Blablacar où il n'y a personne, enfin si on est tout seul sur Blablacar, ça n'a aucun intérêt. Et de la même manière, si on prend Blablacar et qu'on divise en 100 et qu'on fait 100 plateformes de covoiturage, ça n'a plus aucun intérêt, ça ne marche plus du tout. Parce que de toute façon, on va chercher un trajet, on ne trouvera pas. Parce que la probabilité d'aller trouver un trajet est très faible. Donc, il faut trouver une utilité sociale rentable. C'est ça. Une utilité sociale, oui, rentable. Alors ça, c'est un autre sujet. Ouais. Enfin, disons que après l'utilité. Je parlais juste non, parce que beaucoup des plateformes se sont créées en n'étant pas rentables pendant des années.
Oui, alors ça c'est aussi ce qui justifie le fait qu'on va investir jusqu'à avoir suffisamment de volume pour pouvoir atteindre les effets de seuil d'une place de marché. Donc on est obligé au départ de remplir une place de marché, notamment quand on crée une place de marché, notamment entre particuliers, donc C2C, donc consumer to consumer, c'est un peu comme créer deux sociétés en même temps et essayer de remplir deux passoires en même temps. C'est-à-dire que d'un côté on va avoir l'offre, de l'autre la demande. Enfin typiquement sur une plateforme comme Blablacar, si vous avez quelqu'un qui propose un trajet Paris-Strasbourg demain et quelqu'un d'autre qui recherche un trajet Montpellier-Bordeaux après-demain, vous n'avez aucune chance de leur dire non mais si, vous devriez quand même vous arranger, faire le trajet ensemble, ça va juste pas marcher. Donc ça va pas se croiser, l'offre et la demande vont pas se croiser jusqu'à un moment où il y a suffisamment de monde dedans et là la probabilité d'aller trouver un trajet, elle devient acceptable et efficace, et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Blablacar. Quand on va chercher un trajet, on trouve même les trucs les plus improbables. D'ailleurs c'est ce qui rend c'est ce qui fait que c'est souvent épatant quand on va chercher un Limoges-Noirmoutier ou je ne sais quel trajet exotique. Alors, la question que je pourrais poser à Gilles comme à toi, mais rapidement, c'est est-ce qu'on est dans une fuite en avant réglementaire qui vous paraît dangereuse pour l'innovation aujourd'hui et la réponse européenne à la domination américaine, ou est-ce que, au contraire, ça va aider à rebattre les cartes, à repartir de l'avant sur de nouveaux modèles qui seraient européens, une sorte d'Internet européen, d'Internet de la confiance? Je sais pas, moi je pense qu'il y a quand même eu un réveil au moment de DSA, DMA, alors maintenant avec la suite, mais déjà... Ça aura quel effet sur l'écosystème? Déjà, il y a un premier je parle effet. à France Digital un peu. On parlait tout à l'heure de la temporalité de l'application, notamment des lois qui arrivent derrière ou de la régulation. La problématique, c'est que ces acteurs-là, ils grandissent très vite et que la loi était en tout cas trop lente. C'est-à-dire qu'ils ont le temps de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, même en se disant c'est pas grave, on se fera sanctionner plus tard, mais dans 5, 7, 8 ans, sauf que dans 5, 7, 8 ans, la messe est dite, enfin, c'est terminé. Il y a plus, même quand la CNIL arrive, quand la police arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Et on dit alors vous allez prendre une amende, oui d'accord, enfin, c'est comme prendre un PV pour excès de vitesse qu'on a fait il y a 8 ans. Quoi. Ouais, donc c'est plutôt, toi tu es plutôt à dire c'est plutôt une bonne chose pour redonner... Dans DSA, DMA, il y a moins de naïveté et il y a aussi la notion de pouvoir appliquer des choses ex ante, c'est-à-dire avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, ouais. Donc ça change quand même la donne. Est-ce que tu partages cet avis? Ces réglementations, elles sont absolument nécessaires. Le DMA en particulier, qui est vraiment un texte qui tutoie l'antitrust, est tout à fait souhaitable. Maintenant, je ne crois pas qu'il faut avoir l'illusion de penser que ça va remettre les choses à l'endroit. La réalité, c'est qu'en Europe et en France en particulier, on a par habitant 5 fois moins de capital investi dans le risque, dans le capital risque, 32 fois moins qu'aux États-Unis en valeur absolue, et que donc il y a vraiment un risque d'arriver à maintenir notre souveraineté. Je pense que le débat, je ne vais pas le refaire, il est quand même largement abordé. La question qui, moi, me semble vraiment intéressante, et je cherche toujours à me dire c'est quoi le méga trend, le truc qui va arriver. On se trompe généralement quand on fait cet exercice, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est assez majeur qui arrive, c'est moi ce que j'appelle la 5e ère. C'est le moment où on doit vraiment imbriquer cette notion de régulation, innovation, parce que les externalités sont trop malfaisantes dans l'environnement, dans la captation de notre attention. On voit bien que c'est des problèmes qui sont massifs. Il y a une explosion de la dépression adolescente aux États-Unis. C'est très préoccupant. On a parlé ce matin, oui, sur vous en TikTok. Avez parlé ce matin. Donc il y a 60% des jeunes filles qui sont dépressives ou qui ont des périodes dépressives. C'est pas une société normale, c'est pas une société saine. Et beaucoup de choses sont à l'encan. Voilà. Et donc, remettre des règles éthiques, quitte à prendre des décisions très fortes, comme interdire par exemple un TikTok mais j'irais même plus loin, c'est que je pense mais il n'y a pas que TikTok, hein, Instagram, il faut un peu des trucs pareils. Il n'est pas impossible que l'innovation, la régulation propulse l'innovation. Je m'explique. Si on a un marché du carbone qui pèse lourd et qui fait que le carbone est à 150-200 € la tonne demain, vous faites exploser tout un tas d'innovateurs, des gens qui vont être capables de le capter, de le trader, etc. etc. Et cette notion de traitement des externalités, elle n'est pas que négative. C'est-à-dire qu'elle recrée un certain bien-être auprès des consommateurs. Voilà. Et donc, il faut... C'est marrant parce que je pourrais être dans vos chaussures en train de dire ça, mais je pense que
autant j'ai été extrêmement critique à l'égard de certaines formes de régulation et certaines façons d'appliquer la régulation, autant je pense que ça correspond aussi à un narratif qui était celui des foutez la paix aux entrepreneurs et c'est nous qui savons, qui sommes devant les autres, etc. J'ai été de cela, j'en ai fait partie. Je veux dire, et je vois bien que le monde qui vient est différent et est nécessaire. Peut-être un mot, Arnaud, sur aussi, on n'a pas beaucoup parlé, en deux mondes, cher ami, sur le cloud. On a tout un débat sur la souveraineté et c'est là aussi que la bataille se joue. Et il y a deux notions. Il y a est-ce qu'on est sur la souveraineté des données ou est-ce qu'on est sur la souveraineté des infrastructures? Il y a le projet Gaia-X qui fait beaucoup parler de lui. Il y a les risques cyber qui sont en train de nous arriver directement en face. Il y a des sujets géopolitiques majeurs avec un monde qui change. On ne sait même pas si les Américains seront toujours nos alliés après la prochaine élection présidentielle américaine. C'est un sujet qui est aujourd'hui très en retard en Europe. Alors, il y a effectivement deux visions différentes du cloud, de la souveraineté, pardon. Les Allemands parlent de souveraineté des données, quand nous, les Français, on parle de souveraineté d'infrastructure. Et je trouve que c'est un défaut un peu dans le discours politique, médiatique, etc. C'est qu'on réduit un peu tout le sujet de la data par le cloud. Et même dans le cloud, on réduit un peu le cloud au data center. Alors qu'il y a toute la valeur qui est au-dessus, qui sont les 300 services qui sont au-dessus, de la messagerie bien sûr, aux jumeaux numériques en passant par l'IA, etc. Et c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer et ne pas réduire la question de la data stratégie au cloud, parce que c'est, je pense, se tromper de bataille. Merci beaucoup. Ça c'est la fin. C'est une excellente transition pour la prochaine table ronde qui, je crois, porte sur la souveraineté, justement. Merci beaucoup.